au Centre international de l'art pariétal Montignac-Lascaux. Et donc, après la visite de cette réplique extraordinaire, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir donc, le professeur Denis Vialou, professeur émérite au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et puis son épouse Agueda Villela-Vialou, qui est également préhistorienne, et professeur donc au Muséum et au Brésil, à São Paulo. Et donc, depuis plus de 40 ans, vous consacrez vos études de recherche et vos enseignements à la préhistoire d'Homo sapiens, et vos travaux portent sur l'art des objets, l'art mobilier, l'art corporel, l'art des grottes, l'art des sites en plein air au Paléolithique en Europe, et vous dirigez depuis plus de 30 ans des travaux archéologiques très importants dans le Mato Grosso au Brésil. Donc la conférence va se dérouler en 2 temps. D'abord, le professeur Denis Vialou fera une introduction générale, puis laissera la parole à son épouse qui nous présentera l'art corporel, et puis le professeur Vialou terminera sur l'art rupestre. Sans plus de transition, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être venu. Merci Denis Tox pour ces mots de présentation qui traduisent notre longue amitié. Et merci à vous qui êtes venus cet après-midi belle d'ailleurs, finalement, dehors. Et merci aux visages amis que nous reconnaissons parmi vous d'être venus ici. Ça nous fait vraiment très plaisir. Être dans ce lieu magique, un petit peu magique ici en bas de la colline et magique en haut de la colline, c'est magnifique pour nous. Donc Agueda et moi, nous travaillons ensemble depuis un certain nombre d'années, et alors au Brésil, en particulier au Brésil, puisque Agueda est brésilienne, originaire de Sao Paulo, avait fait ses études à l'université de São Paulo, son doctorat, qui est une très grande université. Et depuis ce moment-là, nous travaillons dans le Mato Grosso. Mato Grosso, ça veut dire la brousse épaisse. La brousse épaisse, un gros, on imagine. Donc, nous étions, on y était il y a quelques semaines encore, mais nous étions au Mato Grosso à 1700 km de notre base universitaire et familiale. C'est la dimension du Brésil que vous connaissez. En plus, on a parlé beaucoup du Brésil ces derniers jours avec beaucoup de préoccupations pour ce qui s'y passe. Et nous souhaitons que les choses prennent une tournure agréable et importante pour tout le monde. En tout cas, au Mato Grosso, on était vraiment loin de São Paulo. C'est un peu comme si on travaillait ici à Gibraltar, par exemple, par rapport à ici, Périgord. C'est de cet ordre-là. Donc un autre monde. Et dans ce monde du Mato Grosso, on trouve 2 types de populations, ou 3 peut-être. La population des gens comme nous, qui travaillent sur place, la population des gros producteurs, des grandes entreprises d'agroalimentaire, qui font une des richesses économiques du Brésil. On y cultive de façon intense le soja, la canne à sucre, le coton, etc. etc. C'est un agroalimentaire ultra puissant, ultra riche. Et puis il y a une population qui est devenue plus discrète, mais qui existe encore, qui est celle des Amérindiens, des Indiens, qui ont là, dans cet état immense du Mato Grosso, des réserves. Ils vivent dans des réserves. Ils vivent bien dans leurs réserves, mais bien sûr, les voisinages ne sont pas toujours très commodes entre les exigences économiques très puissantes de l'industrie agroalimentaire et puis les intérêts des Indiens. Mais enfin, les choses se passent pas mal. Il se trouve que Agueda, qui va prendre la parole dans très peu de temps, a séjourné aussi parmi des Indiens Krao, dans l'état de Goiás, dans l'état voisin,
Et ce voisinage nous apporte beaucoup comment dirais-je, de profondeur dans le regard que nous, préhistoriens, nous pouvons donner sur les choses du passé. Et c'est l'intérêt de notre rencontre aujourd'hui. C'est un vrai duo, entre nous, on y est habitué, mais c'est aussi un duo qui est un peu nouveau sur l'art préhistorique, ce qu'on appelle l'art préhistorique, qui ici en Dordogne prend une place majeure dans le monde, mais l'art préhistorique aussi qui touche directement les gens, les corps des personnes. Et vous avez tous, bien sûr, immédiatement en tête ces images d'Indiens avec des plumes, avec des costumes de cérémonie. C'est encore réel dans leurs grands événements. C'est vraiment encore réel, c'est pas du tout des choses faites pour les touristes. Et il se trouve que cet art corporel, l'art du corps, l'art du peuple, croise quelque peu ce que l'on voit dans les abris, là où il y a des peintures et des gravures. Et c'est une recherche originale, vraiment originale, nouvelle, que Agueda a développée depuis quelques années, qu'elle a commencé à publier. Donc, comme le disait Denis Tox dans sa présentation, nous allons commencer avec Agueda, qui va insister sur cet aspect du corps et de son rôle, de son jeu dans la vie symbolique des gens. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, je vous présenterai une sélection d'images de peintures et de gravures. Donc nous voici ensemble. N'hésitez pas à nous interrompre si vous le souhaitiez pour poser telle ou telle question. On est en quelque sorte entre nous, donc profitons-en. Voilà, j'ai laisse la parole à Anne. Bonjour, merci aussi à vous qui êtes ici présents et aussi à tous les visages d'amis qu'on revoit depuis quelques décennies que nous fréquentons la Dordogne, dans ce lieu maintenant, le nouveau Lascaux. Donc, comme disait Denis, on va essayer de plonger un peu dans une autre dimension, hein, d'essayer. Hein, ce n'est pas nécessairement la vérité, ce que je veux dire, mais on va essayer d'analyser des faits, hein, des choses qu'on trouve et qu'on voit et qu'on imagine avec nos Indiens, hein, avec ces parures habituelles qu'ils ont. Comme on voit ici, ça c'est actuel, bien sûr. C'est des Indiens d'aujourd'hui, dans cette région du Mato Grosso, qui est complètement parée et d'un collier. Moi, j'ai presque les mêmes aujourd'hui pour faire cette conférence. Et aussi, avec cette peinture dans le visage, au visage, ces coiffures très élaborées qui dénoteraient vraiment d'un groupe d'Indiens de la région du Mato Grosso, appelé les Umotines. C'est un genre d'Indien, c'est de la famille des Bororo du Mato Grosso. Ce qui m'a été très intéressant, c'est d'imaginer dans les sites que nous fouillons, nous avons travaillé sur les fouilles sur l'art rupestre, à Sainte-Héline, un superbe abri calcaire, c'est de voir une des figures majeures, celle que vous voyez ici, en haut, en détail. Donc, on aurait dit que c'est un portrait, hein, comme j'aurais pu dessiner son propre portrait, la même coiffure, les mêmes ornements auriculaires. Et ça, en même temps, c'est bien vu, c'est bien identifié, mais en même temps, il n'y a pas d'autres ornements visibles. Parce que dans nos fouilles, nous trouvons énormément aussi des parures. Donc sur les peintures, donc ces représentations qu'on trouve sur les parois, les peintures rupestres, on va trouver sur les fouilles
des parures qui n'ont pas nécessairement identifié sur les peintures. Et là, c'est une parure un peu exceptionnelle, comme on peut voir avec toutes ces encoches, cette partie bien taillée, et on remarque ici bien ces nervures, ces tracés d'une cordelette qui a pu être attachée au corps de l'individu de l'époque. Et là, pour situer le Brésil, dont on parle un peu aujourd'hui, c'est un très très grand pays de l'Amérique du Sud. Il est du côté plutôt complètement du côté atlantique. Ne correspond pas du tout toutes les images qu'on connaît peut-être mieux en Europe des pays des Andes, Pérou, Chili, la Bolivie, mais le Brésil prend la partie très forte de l'Amazonie, qui est marquée en vert, dont on parle beaucoup, il y a énormément d'Indiens, et moi je vais situer notre recherche dans cette partie grise qui correspond à la zone de la savane, du Cerrado, qu'on appelle au Brésil. Et comme disait Denis, j'ai eu cette chance, il y a quelques années, de passer quelques semaines chez les Indiens Krao, un petit groupe G. Et ces Indiens, ils conservaient complètement leur façon de vivre. Comme ils sont en contact, pratiquement tous les Indiens actuellement au Brésil, depuis les années 1950, ils sont en contact, sauf quelques-uns qui sont perdus en Amazonie, pas encore retrouvés, mais ils conservent leur tradition complètement. Et là, il y a une beauté, la beauté de leur maison, la beauté des structures de leur village, en forme d'une roue. Et chaque chemin qui amène aux maisons vont vers un centre cérémoniel pour eux. Mais, donc à côté de ces Indiens, il y a plusieurs tribus, plusieurs villages d'Indiens. Il y a dans la région où nous avons travaillé pendant plus de 20 ans, à Sainte-Hélène, à l'abri de Sainte-Hélène, au Mato Grosso, près de la capitale de Cuiabá. Il y a un superbe abri, un calcaire, des maisons un peu coloniales, qu'on peut appeler de la moitié des années 1800. Et l'abri se trouve caché pratiquement, il se trouve à l'intérieur d'une chaîne montagneuse de calcaire. Et à l'intérieur de cette chaîne, on sait que les Indiens transitent encore là d'une manière un peu libre. Et nous avons eu même la chance de trouver dans nos fouilles une fois des colliers d'Indiens entrelacés, appuyés sur une branche d'arbre. Donc pour accéder à l'abri de Sainte-Hélène, il faut vraiment aller vers cette chaîne qui atteint presque 100 mètres d'auteur, mais nous ne sommes pas du tout à la partie haute, mais dans une petite entrée qui mène à l'intérieur de cette vallée. Là, nous avons effectué des fouilles pendant une vingtaine d'années, des fouilles qui ont pu constater des périodes récentes, entre 2000, 6000 et 10 000 ans, mais aussi avec des vestiges extraordinaires, des végétaux, des poteaux, un alignement de 80 très bien conservés, des piquets poteaux, et aussi en profondeur, vers 3-4 mètres de profondeur, nous avons trouvé aussi de nouveau des premières occupations de cette région qui furent datées de 27 000 ans. J'ai dit ça parce qu'il y a quelque chose dans cette période-là très intéressant pour nous.
Sur la paroi, bien sûr, il y a presque 1 millier de représentations rupestres. Dans ces représentations, ce site est marqué par ces contacts entre l'individu et l'homme, hein, les chasseurs. Comme vous pouvez voir ici, un homme avec une lance et un tapir, donc un chasseur. Il y a une série de bandes, des cervidés, des tapirs, et aussi des groupes humains. Les sites de Sainte-Hélène, cet abri, il est très explicite, hein, comme représentation. Et sur les fouilles, pendant que nous fouillons, nous avons pu trouver très bien conservé quelques cordelettes, quelques parures que nous n'avons pas identifiées sur la paroi. Hein, donc les représentations humaines qui ont des coiffures très jolies, leurs auriculaires percés, mais nous n'identifions pas les parures. Mais sur les sols, hein, sur la partie d'occupation, vraiment, on a pu trouver vraiment des choses très intéressantes comme des sandales, hein, que les Indiens aujourd'hui encore utilisent aussi, mais pour certaines festivités, pour des longues marches. Ces cordelettes, ces lacets, et cette branche, hein, cette foliole d'un palmier, grâce à des amis, des collègues ethnologues, ils ont pu identifier. C'est pour ça qu'il y a cette photo actuelle, bien sûr, d'un Indien Bololo, qui a les mêmes lacets, hein, comme un bracelet. Donc, cette partie qui a été trouvée dans la fouille, elle est significative, elle est représentative d'un cérémonial indien. Donc, ça montre bien qu'il y a parfois des végétaux quelconques, mais non, ils sont vraiment représentatifs, ils font partie aussi du corps des personnages. Une série, bien sûr, de quelques perles, ne correspondent pas à d'énormes perles que vous trouvez ici dans les sépultures extraordinaires en Europe, mais il y a quelques-unes bien jolies, faites en des coquillages. Et même, on a pu trouver aussi, elles encore avec leurs nœuds, avec leurs cordelettes, hein, contenues sur les cordelettes. Et quelques-unes de ces perles ont des traces de pigments, ce qui est très nombreux. Hein. Il y a vraiment 900 peintures, il y a énormément de matites, des petits paquets de matites conservés pour les peintures rupestres. Mais là, ils ont pu aussi servir pour l'utilisation pour les corps et pourquoi pas aussi pour transformer un peu quelques perles. Ça, un coquillage. Mais aussi, ça se trouve dans plusieurs niveaux. Hein? Donc, il y a 2000 ans, 4000 ans, 6000 ans. Pratiquement, chacune de ces parures se trouve à un niveau différent. Et là, vous avez vu quelques pendeloques, hein, très originaux, hein, chacun différemment, sur des coquillages différents aussi. Il y a des castorpodes, des bivalves, avec crénelés sur les bords. Et aussi ces 3 pièces-là, j'ai mis pour une photo, comme étant des labrés, possiblement des petits labrés que les Indiens utilisent aussi. Ça, c'est en roche, bien sûr, et là, un coquillage. Mais très exceptionnel, c'est que dans ce même abri de Sainte-Hélène, on a pu, par chance, trouver dans les niveaux très anciens d'autres parures faites dans les petits ossements d'une faune éteinte, d'un glossotorium. À la photo antérieure.
cette parure ici montre vraiment qu'elle fut abrasée. Il y a des orifices dans les extrémités opposées. Et les autres, des petits ostodermes qui ne dépassent pas du tout les 2 cm, elles ont été biseautées et ont été aussi percées. Et ça se trouve, c'est très exceptionnel, surtout au Brésil, où on peut encore douter sur l'ancienneté de l'occupation humaine dans les continents américains. Là, c'est un niveau daté de 25-27 000 ans avant notre époque, et en plus associé avec un grand nombre d'outillages. J'ai mis des exemplaires lithiques, très bien retouchés, aussi avec un petit pic là, et une retouche étonnante, parce que ce sont des toutes petites pièces qui ont aussi 2 cm, probablement, pourquoi pas, pour l'utilisation, pour la manufacture, pour l'abrasion de ces parures faites des glossotherium. Mais nous avons trouvé aussi un petit nombre aussi de pigments, des hématites, qui donnent des pigments rouges, très bien travaillés aussi. Alors, pour que vous voyez d'où viennent ces ostiodermes dont on parle, ils ont été trouvés dans les fouilles, à ces niveaux. Il y a aussi l'animal, une bonne partie de la carcasse de l'animal, de la partie d'avant. Là, au moment où on fouillait, on a cet ensemble, cette partie ici, trouvée au milieu de quelques blocs de calcaire. On peut imaginer des mandibules, des vertèbres, parfois en connexion encore. Et au milieu de ce matériel, il y a ces petites rondelles, pratiquement, sont des petits ostéodermes. Et parfois, ils sont groupés, parfois, il n'y a que des ostiodermes, et très peu d'ossements aussi, sur un espace restreint de 10 mètres carrés. Comment se présente un ostioderme normalement? Là, il y a les 2 faces, c'est celui-là, les 2 autres faces, c'est des ostiodermes. Ils ont quelques petites coupures sur une des faces, l'autre face lisse. La partie en cupule, c'est vraiment pour s'attacher au poil de l'animal. Et donc, il y a une diversité. Ils peuvent être toutes petites, comme des grains d'haricots, des pois chiches, de quelques millimètres. Ils ne dépassent pas 3 cm, 2 cm. Ce n'est pas sur les sites, non, juste pour que vous puissiez imaginer. Les glossotherium, c'est un mylodon. Mylodon qui était trouvé beaucoup en Amérique du Sud et parfois associé à la présence humaine aussi. Cet animal ici trouvé à la fin du 19e siècle au Chili, à la cueva de Mylodon, justement. Actuellement, cet animal ici, cet squelette se trouve dans les musées de Vienne, en Autriche. Mais là, ce qui était exceptionnel de la découverte à l'époque, du 19e siècle, c'est d'avoir trouvé non seulement l'ossement, l'animal, mais on trouve aussi les pélages. Et ce qui monte des pélages, il contient à l'intérieur du pélage, accroché, alors ces milliers d'ostiodermes. Donc, c'est pour vous montrer, pour vous puissiez vraiment identifier la beauté et les caractères exceptionnels à Sainte-Hélène, d'imaginer, il n'y a plus du tout les pélages,
il a les ossements, il y a ces milliers d'ostéodermes et l'homme a pu vraiment encore utiliser quelques-uns et faire de cela une parure. Donc, ici, c'est l'état de Mato Grosso, au Brésil. Les sites de Sainte-Héline se trouvent à la partie sud du Mato Grosso. À la limite, c'est une région très connue touristiquement et aussi pour la faune des Pantanales. Mais nous avons aussi travaillé intensément dans une autre région à 200 quelques kilomètres de Sainte-Héline, c'est la région de la Cité des Pierres, Cidade de Pedra. Il y a là, c'est toute une aire, pas un site isolé, mais presque 200 abris rupestres. Et avec un caractère tout à fait différent par rapport à Sainte-Héline, où les personnages, les animaux, les figurations, il n'y a pas de représentation figurative, mais plutôt des signes, des symboles, et beaucoup de signes très comme de véritables motifs, chacun différent de l'autre, comme de véritables enseignes, des emblèmes du site. Et nos fouilles dans cette région, aussi, sur plusieurs des abris, ont montré une grande quantité des ornements, des parures. Il a plutôt effectué dans des hématites, les mêmes hématites nombreuses qui servent pour les peintures, des parois, mais aussi là où une façon de prendre des plaquettes les plus résistantes, les préparer, les agencer, chacune est différente de l'autre. Parfois elles sont percées, parfois elles sont à peine avec des encoches, voilà, les encoches, percées différemment, des formes tout à fait différentes, pour montrer comment on trouve au moment des fouilles même, ils sont complètement associés à notre matériel lithique, typique de la région de ces sites-là. On ne va pas parler de lithique ni de la céramique, mais à chaque moment des fouilles, chaque année pratiquement, chaque décapage d'une aire très grande de plus de 200 mètres carrés, nous pouvons dire que chaque année, il y avait une parure différente. Pratiquement, c'était la parure, cet ornement fait par période. Donc là, les occupants qui ont vécu là il y a 1500 ans, 2000 ans, 3000 ans, jusqu'à 6000 ans dans cette région, ils ont à chaque fois confectionné une parure. Donc ça montre vraiment l'importance d'une parure pour la population, pour les Indiens qui ont occupé ces locaux. Je vous ai dit, là, il y a très peu de représentations figuratives. Là, vous voyez un personnage gravé, des toutes petites figurations humaines. Il a un masque qui était gravé, piqueté sur des symboles. Typiques de cette région sont de nombreuses figurations, pas de figurations seulement, de nombreux signes, parfois alignés, ponctués, des ronds, des cercles. Et je saute juste dans une autre région, du Piauí. Je suis allée aussi un peu avant d'aller au Mato Grosso, avant de commencer mes recherches au Mato Grosso. Là, dans une autre région, ce n'est pas le Cerrado, ce n'est pas la savane, mais c'est la Caatinga, la région de la sécheresse, très intéressante. Elle est sec à des périodes secs, mais au moment où il y a les pluies,
Il y a aussi des saisons plus pluvieuses et elle est bien verte. Un des abris, pas tous, des milliers d'abris de la région de Piauí, un des abris était très exceptionnel, le Toca de Salitre, par ses représentations figuratives, mais avec ses décors corporels, un décor avec des aliments et en général un bichrome, un jaune et un rouge. Et ces décors se faisaient sur des figurations humaines, on voit la tête, les bras, les jambes, mais aussi sur des figurations animales, des cervidés. Et très variés, tous sur les mêmes abris, montrant vraiment qu'on pouvait être très stylisé, des figurations toujours humaines, mais chaque fois allongées, mais chaque fois aussi avec ces remplissages dans les corps, des alignements, des colorations différentes, parfois les blancs aussi, les rouges, les noirs et les jaunes. Mais il y avait dans cet abri quelques représentations pas figuratives, mais simplement quelques alignements, quelques ponctuations, et on parle, ce sont des signes, tout simplement. Donc, je reviens maintenant à ces contacts aussi, je vais faire quelques va-et-vient avec les Indiens, et ça c'est un cadeau que j'ai eu des Indiens Krao, que j'ai connu des années 70, qui m'ont offert cette paire des poupées, des bonecas Krao, des poupées. À l'époque, j'ai trouvé ça bien, joli, c'est mignon, un épi de maïs, une petite poupée sympathique. Je n'avais pas remarqué la symbolique de ces dessins, de ces peintures ici sur ces poupées. Donc normalement une paire, probablement une poupée mâle, une poupée femelle, un garçon et une fille, une poupée pour les enfants là-bas. Et ce n'est qu'en revoyant quelques bouquins, des contacts avec des collègues ethnologues qui travaillent sur les peintures corporelles d'une manière intense qui est magnifique au Brésil aussi. On a pu imaginer, les études sont très fructueuses pour montrer l'intérêt de pouvoir peindre les visages avec les soins, vous voyez, les bras et la totalité du corps aussi. En sachant que chaque geste est très important. Normalement, c'est la mère qui peigne, qui fait ses peintures à son enfant, à son mari. C'est toujours en général une femme qui fait ses peintures corporelles. Et en lisant, on voit que la couleur, elle a un sens très important. Normalement, on voit les noirs comme quelque chose de funèbre, nous, mais pour les Indiens, non, au contraire, les noirs, c'est quelque chose de très vivant, et parfois c'est les rouges, qui ont une couleur un peu plus de la mort, du sang, mais ça varie du groupe indigène à un autre groupe indigène. Et c'est sûr aussi que les peintures, elles se font à un moment de festivité, de cérémonielles. En même temps qu'il avait ces peintures, qu'il avait ces poupées que je vais vous montrer, il y avait dans nos fouilles aussi, toujours de la Cité des Pierres, ces céramiques avec ses travails, une autre céramique aussi, et on voit les dessins que les Indiens font aujourd'hui, mais dans nos fouilles, dans les abris où nous fouillons, il y avait sur la paroi quelques motifs qui paraissaient très proches de ces dessins
des Indiens, et comme de la céramique aussi. Donc j'ai mis quelques extraits ici de la paroi, montrant les faux motifs qui auraient pu faire s'identifier aussi avec les motifs des Indiens. Ce sont plus de 170 abris dans la cité d'Algibert, avec un nombre infini de représentations, plutôt des signes, des motifs, et on sait que c'est symbolique. C'est symbolique à quoi, hein? Donc, c'est difficile de dire quelque chose en dehors de parler si c'est géométrique ou pas. Un autre abri exceptionnel, là, la diversité est encore plus forte. Il ne s'agit pas seulement des cercles, des traits, des ponctuations, mais une composition très variée, très complexe. Et en pensant et en voyant tout ce que les Indiens ont pu y raconter dans leur histoire, si la naissance d'un enfant, un garçon, il faut qu'il soit peint de telle couleur, c'est les jaguars, ou c'est la tortue, ou c'est les lézards qui sera représenté. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que chaque groupe d'Indiens aura son histoire, sa manifestation différente, et je ne peux pas identifier ces récits des Indiens avec les récits d'un site préhistorique. Mais, à ce moment-là, j'ai commencé à voir mieux cette poupée et voir que ces représentations d'Indiens, hein, soit avec aussi un petit chapeau, des corps sur la tête, ces visages complètement décorés, c'est pas seulement les corps. Et tous cet alignement des personnages qu'il y avait dans la Toca do Sali au Piauí, pour moi, c'est presque comme s'il peignait aussi. Il ne s'agit pas du tout de décoration, un style, une façon de représenter, mais vraiment de montrer que c'est aussi une peinture corporelle. Il montrait les personnages pour une festivité. Et quand on voit d'une manière isolée, dans d'autres abris, ces représentations-là, on peut imaginer ces moitiés. Hein? Pourquoi se séparer? Est-ce que ce n'est pas du tout aussi une représentation là du corps de l'individu? Est-ce que ce n'est pas l'homme qui est représenté? Et aussi, sur un autre abri, quand on voit ces motifs très élaborés qui se superposent à une représentation animale et qui laissent exprès des côtés des petites pattes et la queue, c'est pas une superposition au hasard, ça aurait pu être quelque chose d'intentionnel, hein, de montrer que c'est aussi une peinture corporelle. Et en plus, dans la cité du Père aussi, il y avait des damiers très intéressants. On voit ici, hein, les 4 carrés marqués. Mais si on regarde un peu plus, on va remarquer qu'il y a les petites jambes et les pieds. Donc ces damiers, ce n'est pas seulement un motif, mais c'est aussi une représentation figurative. Et si on pense à cette série variée sur cette paroi unique
il y a vraiment toute cette diversité des motifs. Là, une représentation comme celle-ci, elle pourrait, pourquoi pas, représenter une partie, être vraiment le symbole d'une peinture corporelle. Donc, ce qui est connu aussi chez les Indiens, Hercule Florence, qui a travaillé au Brésil des années 1820, il a pu dessiner des Indiens à Piaca, dans les Mato Grosso. Ici, on voit d'une manière isolée cette représentation de la Ciudad de Pedra. Pourquoi pas, il ne serait pas du tout une portion aussi de cette représentation, de ces dessins, de cette peinture des Indiens. Juste un clin d'œil osé pour vous montrer que ce n'est pas une peinture. Vraiment l'homme a toujours aimé décorer ces personnages, comme les personnages de Kostinski, avec les parures, les bracelets aussi, et aussi ces personnages de Mézérich, cette statuette-là de Mézérich aussi, avec tous ces décors, hein, tous ces symboles. Je rentre pas sur ça. Et j'ai conclu sur quelques images des Indiens avec qui j'ai passé quelques semaines, montrant la totalité aussi de ces villages indiens. Et j'ai pu faire cette photo parce qu'on était un peu tué en altitude, en hauteur, où les Indiens font aussi leurs gravures rupestres aujourd'hui. Donc il était là en train de monter les gravures, mais les gravures sont actuelles. On n'avait rien du tout qui pouvait rappeler nos peintures, nos dessins préhistoriques. Il y a les quotidiens chez l'Indien qui va faire la cueillette hein, plutôt des maniocs, hein, des plantations importantes de manioc. Ils viennent avec leurs vanneries, leurs cestes. Hein. Et aussi la mère qui coiffe les enfants. Il y a toujours, chaque groupe d'Indiens, il a sa propre coiffure. Comme j'ai montré la première photo ici, en tant que indien ou Chine, avec un type de coiffure. Chavin, tu vas voir un autre, il est Krao, il a un autre type de coiffure aussi. Ils sont vraiment une partie sépare la frange du reste de la coiffure. Il y a aussi là un autre indien ici qui est avec son fils, avec quelques plumes sur la tête aussi. Mais il dit ça dans les quotidiens. Mais par contre, je vais vous montrer, j'ai vu le hasard a fait qui, pendant ses séjours, il y a eu des funérailles. L'ancien du village est décédé. Et là, ils ont confectionné même des cercueils. Ils ont construit des cercueils avec du bois local. Ils ont confectionné la gomme, la tombe, et là, c'était toute une action intéressante parce que tous les gens, on dirait qu'ils sont habillés normalement, et rien de spécial, parce que c'était une surprise, c'était mort. Il n'a pas eu le temps de faire la fête, peut-être. Il devait faire une autre réception, une autre cérémonielle plus tard aussi, mais au moment même de l'enterrement, de le faire rapidement. Et cet enterrement, mais il y a un des hommes qui est là, qui est peint, il y a des peintures en noir. Et c'est lui qui était le maître du cérémonial tout le temps. C'est lui qui est là aussi, qui a été à pouvoir creuser
à la tombe, et couvert avec du bois, des feuilles de palmiers. Et au moment même, ils couvrent avec la terre. À ce moment-là, ils partent en courant. Il y avait même les enfants qui étaient là et qui ils jettent, pour nous jetons des fleurs. Là, j'étais là, couvert la tombe avec la terre, ils partaient en courant. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je voulais présenter, ces rapports entre parure, peinture et la vie des Indiens. Construite pour dégager des symboliques picturales très complexes. Un élément de cette paroi, un détail de cette paroi, et puis dans d'autres abris, à nouveau des constructions de signes, parfois immenses comme celui-ci, qui doit avoir un demi-mètre carré de dimension. Je retrouve ici un des dessins montés, géométriques montés par Agueda tout à l'heure, dans un de ces abris. Et vous voyez ces signes, ici, vous aviez aperçu, et la fouille a lieu ici, en dessous, à la verticale, 3 ou 4 mètres en dessous de ces représentations. Et ces représentations ne sont jamais, ces signes, on ne les trouve pas ailleurs. Ce n'est pas du tout des signes courants. Ce sont des signes qui sont spécifiques de tel ou tel lieu. Et comme ils sont en hauteur, on les voit de loin. Même lorsque l'on est au milieu de la végétation du Mato Grosso, qui envahit toutes ces rues, en quelque sorte, on les voit de loin. C'est-à-dire que là, il y a une portée indicative de la part de ces signes qui est manifeste. C'est une organisation d'espace au niveau même du site. Ce site, c'est de l'autre côté de ce lit, une sorte de tour cylindrique, et de ce côté, il y a une accumulation de panneaux extrêmement complexes, élaborés. Vous voyez ici les 2 masques, c'est un détail, les 2 masques cérémoniels, comme ceux que montrait Agueda tout à l'heure, qui se détachent bien des peintures sous-jacentes. C'est un travail de bouchardage, et là c'est la paroi elle-même qui est scarifiée, qui est marquée, qui est chargée en quelque sorte de produire du sens. Et un peu plus loin, ce grand panneau, et un petit peu plus loin, ici, un autre ensemble de signes plus ou moins bien conservés, mais qui montrent l'extraordinaire complexité des messages symboliques qui sont élaborés. Je reviens juste un instant sur cet Indien avec ses décorations, son ornementation céphalique, mais pas loin de lui, dans un style étonnant, qui paraît figuratif, deux représentations de singes, et complètement aberrantes. Vous voyez que les pattes sont tournées dans les mauvais sens. Là aussi, un message symbolique qui permet de différencier l'homme de son proche parent singe. Vous voyez que cet Indien, domine un panneau sur lequel on voit des animaux, et puis, c'est encore ici, un singe. Donc, cela montre bien que, comme dans nos grottes ici, l'analyse doit se porter sur des ensembles à partir des éléments constitutifs. Voyez-vous ces oiseaux, il y a une qualité esthétique qui est forte aussi. Bien sûr, c'est pas du tout Lascaux de très loin, ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même une élaboration très belle sur le plan de la construction. Vous les avez repérés, un oiseau au long bec, emmanché d'un long cou, et un autre ici, donc complètement schématique. Ces oiseaux existent encore dans ce paysage, dans cette nature, dans ces milieux. Des jabirous, c'est le plus grand échassier qui existe au monde. Il y a un proche parent de ces échassiers du Mato Grosso
qui vit en Australie, qui s'appelle Jaburu, et c'est du temps des grands navigateurs, naturalistes, du coup c'est le même nom, mais il y a aussi au Sénégal une espèce voisine de celle-ci, une sous-espèce de ces grands animaux. Et le voilà en bas, le jabilou, avec son bec extrêmement puissant, ses ailes. C'est un animal spectaculaire à voir lorsqu'il est en repos sur le sol. Il est grand, hein, il mesure 1,50 m, peut-être de hauteur, 1,60 m. On le voit marcher comme ça, de façon songeuse, en quelque sorte. Et quand il vole, c'est vraiment tout à fait spectaculaire. Les signes que Agueda nous avait montré tout à l'heure, un site qui ne comporte que des signes, et des signes qui sont tous très élaborés, comme vous pouvez le voir, et avec des liaisons thématiques entre ces signes qui sont propres à ce site, mais qui se retrouvent parfois partiellement dans d'autres abris de la même région, la Cité de Pierre, mais de l'autre côté de la ville, si vous me permettez cette comparaison, montrant qu'il y a bien des liens symboliques qui se sont développés entre tous. Un des grands abris, avec plusieurs centaines de signes, ici, vous voyez les personnages en train de travailler sur un rocher, ici, qui est surcreusé de rigoles, de petites cupules, qui était une pierre d'autel. Je dis ça en souriant, mais c'est une façon de s'exprimer pour nous faire comprendre. Sur la paroi de cet abri, et sur plusieurs dizaines de mètres de longueur, il n'y a que des signes gravés et des peints de façon intensive. Il n'y a pas un mètre carré de paroi qui ne soit peint. Il y a comme une sorte de surabondance, une folie, comme cela peut arriver, y compris ici même à Lascaux, avec l'abside et les centaines de gravures de l'abside, par exemple. Et puis, vous voyez, un de nos collègues, je voulais montrer notre collègue qui finalement s'en est tiré, mais il venait de repérer des signes sur le plafond de cette petite faille. Voilà, des gravures, des motifs gravés très puissants, très, très forts, et qui témoignent d'une intervention un petit peu différente de celle des peintures. Ah, j'y arrive. Donc, pour finir de parler de cette cité de pierre, vous voyez comment nos recherches, nos travaux, qui se sont étalés sur finalement une vingtaine d'années, ont permis de faire une carte de la région, carte symbolique de la région, et avec des groupements de sites. Vous voyez l'échelle ici, hein, qui est modeste. Vous voyez tous ces groupements, et chacun des groupements est original par rapport aux autres. Et tout ceci, en fonction des habitants qui étaient là, ces habitants se connaissaient, c'était le même peuple, mais avec des petits groupes, un petit peu, si vous me permettiez de faire cette comparaison, un petit peu comme nos hameaux autour d'un village ou autour d'une ville. C'est-à-dire que les liens sociaux existent très forts, mais dans une sorte d'indépendance symbolique telle qu'on ne les confond pas un hameau avec un autre, ou avec la décoration de son église, par exemple. Je termine ce propos avec quelques exemples tirés d'autres régions du Brésil. Lorsqu'on parle de signes ou de motifs géométriques, on a parfois affaire à des ensembles extraordinairement élaborés, comme celui-ci. Vous voyez, très dense, très travaillé du point de vue des couleurs et du point de vue des dessins. Et ces signes sont propres à une région du Brésil, on ne trouve pas du tout dans une autre région. De façon plus discrète, des motifs géométriques, ici peints, en zone amazonienne, et puis là, des gravures qui sont parfois extraordinairement géométriques, on dirait presque une leçon de géométrie, ou qui sont au contraire contorsionnées en quelque sorte.
un des sites extraordinaires que nous avions vu il y a un an et demi, dans une prospection, avec ces peintures, qui sont bien sûr des signes, comme des motifs, comme vous voyez, hein, ici un détail, mais qui se trouvent en haut d'un mort, en haut de ces formations, qui doit se trouver, je ne sais pas, à peu près une cinquantaine, soixantaine de mètres de hauteur par rapport à l'endroit où l'on chemine normalement, et bien sûr, qui sont tournés en quelque sorte vers l'horizon. Les expressions géométriques sont bien souvent dominantes, pas toujours, mais bien souvent dominantes, et vous voyez ici ces petites représentations humaines complètement géométrisées, d'autres qui deviennent très, très complexes et qui montrent que la figuration humaine est absolument déterminante dans tous ces ensembles. Nous voici, nous y étions bien, dans un de ces abris, vous voyez, très puissants, et celui-ci, c'est l'abri de Salit, et là où il est là, vous montrer les figures animales avec les remplissages géométriques et les figures humaines. Des représentations animales qui peuvent être plausibles, comme ces représentations de cervidés, ici relativement plausibles, ou qui sont profondément anormales. Elles ne correspondent pas à quelque chose de réel. On voit ces corps difformes, et juste à côté de ces animaux fantastiques, il y a des groupements de représentations humaines petites. Pardon, je vais revenir, je vais vous montrer ici. Vous voyez des toutes petites représentations humaines qui sont agitées de mouvements. J'arrive presque au terme de notre révision, en quelque sorte. Vous voyez, figuration humaine, figuration animale, qui jouent les unes avec les autres, qui jouent, on a l'impression parfois qu'elles jouent, mais qui sont complètement liées, profondément liées dans la symbolique. Ce que vous avez ici, avec ces petits bonshommes, et c'est là où on rejoint l'approche faite par Aguilar sur d'autres figurations humaines. On la rejoint également dans toutes ces figures en poireaux, en quelque sorte, vous voyez ces alignements, où ces tout petits personnages qui sont contorsionnés, je ne sais pas comment on peut dire, ces figures humaines avec des coiffes comme ceci, des fausses coiffes, bien sûr, des animaux qui ressemblent à des animaux, des hommes qui ressemblent à des hommes, et des motifs anthropomorphes qui ne ressemblent à rien d'autre que des sortes de poireaux, vous voyez, mais qui sont eux-mêmes parfois chargés de ces dessins géométriques, de ces décorations géométriques qui étaient évoquées tout à l'heure, des signes, des motifs, et on retrouve là-haut ces représentations humaines alignées ou parfois groupées dans des petites niches sur les parois. Tous ces ensembles témoignent d'une élaboration symbolique qui passe du figuratif à l'abstrait, du géométrique très complexe à des lignes pures. Vous voyez, vous retrouvez dans des abris aussi extraordinaires que celui-ci, et bien vous retrouvez quantité de représentations qui sont étonnantes, on ne sait pas vraiment les qualifier. Bon, il y a bien sûr des signes, et puis au milieu de tout ça, vous l'avez sans doute aperçu, une représentation de Psittacidé, d'un perroquet, qui, elle, nous entraîne du côté figuratif, du côté du réel. Et pour terminer, cette photo d'un ensemble qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel, au Brésil, mais en général. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Bien sûr, les représentations animales comme celle-ci sautent aux yeux, mais on voit bien que les antérieurs sont projetés en avant. C'est quand même pas tout à fait
réaliste. Il en est de même pour ces représentations animales. Mais ici, vous repérez des humains, des petites représentations humaines, avec probablement un bout d'arbre en train de jouer, en train de se le disputer. Il y a toute une animation extraordinaire et qui est liée à la réalité humaine. Et c'est une des forces de ce rupestre brésilien que de mettre en avant les figurations humaines, les corps humains. Tiens, les corps. On voit là les corps très animés sur ces petits personnages schématiques, agités, excités. Et on a vu dans la première partie de cette conférence, de notre rencontre aujourd'hui, que les corps, la peau, le geste, le membre, est le support expressif par excellence des hommes et des hommes entre eux, des individus entre eux. On retrouve cette dualité homme-animal, mais construite en matière d'animation symbolique. C'est ça qui est assez extraordinaire dans ce que nous avons vu des rupestres au Brésil, dans finalement quantité de sites, et on s'aperçoit que malgré les convergences, les comparaisons qu'on peut faire d'une région à une autre, chaque point, en quelque sorte, est original, construit à un ensemble qui est original et qu'on ne peut réduire à des classifications comme nous, on sait faire, nous, normalement, de grandes typologies. Voilà ce que Agueda et moi, nous voulions vous dire, et nous vous remercions à niveau de votre venue cette fin d'après-midi. Merci.